présente l'historique d'un contentieux type. Ouais, d'accord. Entre l'équipe de chirurgie orthopédique de la clinique du Pont de Chaume à Montauban et, je dis le groupe ELSA, et pas la direction de la clinique, parce que c'est une attitude délibérée de l'organisation centrale du groupe financier, avec qui nous avons eu maille à partir dès le début au niveau de la direction nationale. Donc, petit rappel historique. C'est une clinique MCO créée en 1972 par une équipe de médecins actionnaires classiques, d'actionnariat varié, cédée au groupe Védici en novembre 2011. Groupe Védici devenu par l'absorption de Vitalia le groupe Elsan depuis. C'est une clinique MCO de 300 lits, on est 18 chirurgiens, dont 4 chirurgiens orthopédiques. Tous ont des contrats individuels classiques issus dans les grandes lignes des contrats type des conseils de l'ordre. Chaque chirurgien a un exercice privilégié partagé avec ses associés. Les contrats classiques reprennent l'essentiel des clauses du contrat type, c'est-à-dire le chirurgien paiera les aides opératoires qu'il aura pu choisir personnellement et qu'il rémunérera et dont il sera responsable. Nous payons depuis les origines, c'est-à-dire depuis la création de l'établissement, 8% de redevances forfaitaires, tout compris, gestion administrative des honoraires et prestations en sus, pour tous les praticiens médicaux et chirurgicaux, avec fourniture depuis la création de l'établissement du matériel et du personnel à tous les praticiens, chirurgiens compris. J'entends donc tout le matériel, y compris les amplificateurs de brillance au bloc opératoire par exemple, et le personnel pour tous, puisqu'il a semblé équitable aux gestionnaires de la clinique depuis toujours de payer aux médecins leurs aides opératoires, qu'ils soient chirurgiens, certes, qu'ils soient cardiologues interventionnels, qu'ils soient gastro-entérologues endoscopistes, puisqu'il n'y a pas de poids, deux mesures. En 2011, au rachat par Védici, l'équipe de direction que nous avions mis en place à l'époque reste et rien ne se passe. En 2012, après cette phase d'accompagnement, une nouvelle direction arrive, nommée par Védici. Commencent alors des réorganisations drastiques, réduction du nombre de personnel de bloc, réduction des prestations accordées aux médecins, disparition de services de soins externes pour les revues d'urgence, disparition d'avantages de type refacturation à prix coûtant des produits pharmaceutiques pour les cabinets achetés à la pharmacie à usage interne leurs produits ou leurs bandes plâtrées, que sais-je, au prix coûtant. Et donc la pharmacie dans un premier temps nous dit nous allons marger sur les produits qu'on va vous revendre, et dans un deuxième temps dit on ne va pas vous les revendre du tout parce que c'est trop compliqué, ça nous coûte trop cher, ça n'a pas d'intérêt. La redevance reste à 8% pendant tout ce temps de diminution des prestations régulières. En 2013, nouvel événement, on présente aux chirurgiens un tableau des charges supportées par la clinique et censé être refacturable aux médecins, avec la particularité détaillée dedans des aides opératoires. Cela fait suite à la demande répétée de plusieurs cabinets de chirurgie, dont le nôtre, de préciser le contenu de la redevance, puisque nous voyons venir de manière un peu grosse l'augmentation future de la dite redevance. Donc, pour exemple, dans ce tableau, nous retrouvons des choses censées être refacturables aux médecins. Par exemple, vous voyez, les blouses des médecins urgentistes qu'on veut facturer à un groupe d'orthopédistes, un groupe d'urologues, le chauffage ou la climatisation, qui sont inclus dans les loyers de nos cabinets qui sont facturés à part, climatisation et chauffage compris, le téléphone, l'évacuation des déchets que nous assurons nous de manière personnelle, le ménage que nous assurons en externalisation, donc toute une liste de produits facturables soi-disant, mais qui en réalité ne le sont absolument pas. En 2014, la direction présente aux seuls chirurgiens une nouvelle facturation de la redevance, incluant tous les personnels de bloc, et non les seules aides opératoires, pour un montant, pour ce qui concerne les orthopédistes, de 50% des honoraires facturés en interne. Vous imaginez la réaction. Tout en reconnaissant, dans un courrier parallèle, un montant de redevance administrative à 3,73% hors taxe.
Ce qui fait donc quand même 46% de redevances aide opératoire. Vous imaginez qu'ils auraient subi un refus. D'août 2014 à janvier 2015, il y a un peu d'agitation et de remue-ménage dans la clinique suite à ces refus. Et il y a des tentatives de conciliation qui sont multiples puisque individuelles par contrat, donc 18 procédures de conciliation, se soldant par un PV de non-conciliation pour tous les praticiens, et même pour l'équipe d'orthopédie, une non-signature de quoi que ce soit, puisque la direction ne présente aucune proposition écrite pendant les discussions. Donc on ne s'engage pas dans un sens ou dans l'autre sans production d'écrit. Entre 2015 et 2016, poursuite des discussions, harcèlement de courriers recommandés permanents, demande continue de justification des montants de redevances de la part des chirurgiens, et en particulier de l'équipe d'orthopédie. Pour un petit rappel historique, au moment du rachat de la clinique, Pierre Devallée est président de la CME et impliqué au niveau juridique dans les instances nationales. Moi, je suis PDG de la clinique et impliqué au niveau de l'hospitalisation privée. Donc, on n'est pas du genre à se laisser malmener. Et, manque de bol, on ne se fait pas malmener et on contre-attaque. Donc, la direction centrale de Védici puis d'Elsan s'agace auprès de nous, ça devient un conflit un petit peu personnel. Et en août 2016, la clinique nous renvoie un courrier de mise en demeure de régler une redevance de plus de 50%, mais en plus sur un arriéré de 3 ans. Donc on arrive à quelque chose comme 1,7 million à régler tout de suite. Pour les seuls chirurgiens orthopédistes, les autres chirurgiens dans l'établissement ne recevant aucune facturation. Donc il s'agit bien d'un conflit personnalisé et déraisonnable. Donc la réaction est bien sûr de s'y opposer et les chirurgiens orthopédistes demandent, eux, à ce moment-là, une nouvelle conciliation puisqu'elle ne porte plus sur une définition de la redevance mais sur des montants financiers avec une mise en demeure de payer. Une nouvelle tentative de conciliation, menée d'ailleurs avec Philippe Cuc, échoue et nous avons donc un constat de non-conciliation. En mai 2017, nous faisons face à une nouvelle réclamation de règlement de la clinique, remontant cette fois-ci sur 5 ans, 2,4 millions à régler instantanément, et nous le refusons, vous en doutez, mais cette demande est assignée d'une menace de suppression des aides opératoires fin décembre, comme vous venez d'entendre pour notre confrère Agenais. Donc, nous saisissons le tribunal en référé et la saisie du juge des référés aboutit dans un premier temps à une tentative de médiation. Vous imaginez que la médiation ne va pas réussir et après une non-médiation, le tribunal tranche et en référé, le jugement suspend tous les effets de la mise en demeure et condamne la clinique à maintenir les aides opératoires et condamne la clinique aux dépens au titre de l'article 700. Donc, première procédure positive si j'ose dire. Suite, entre ce jugement et 2018, il ne se passe pas grand-chose. Les discussions informelles reprennent. Nous changeons 2 fois de directeur. Le directeur régional, qui est un intégriste difficile de la clinique financière pure, nous agresse à plusieurs reprises. Pierre Devallée et moi avons des réunions houleuses. Et puis, 1er mars 2019, nouvelle assignation, mais cette fois-ci sur le fond, bien évidemment, de la seule équipe de chirurgie orthopédique, réclamant cette fois-ci un arriéré de redevance d'un nouveau montant, totalement différent, qui représente 20% de nos honoraires, mais que sur 4 ans. Donc là, on n'est plus qu'à 1,4 million, donc c'est tout à fait raisonnable. Et tout ça sans mise en demeure ou conciliation préalable, alors qu'il s'agit de nouvelles définitions de montants dans un nouveau contexte. Donc, d'emblée, on est mis en demeure et assigné. Donc, le jugement, au fond, est en cours. Nous avons eu des audiences de mise en état et, normalement, nous aurons une première audience de jugement le 10 décembre, je crois, Corinne. Donc, c'est en cours. C'est pour l'instant pas trop mal parti, mais on est très prudent parce qu'on lutte pied à pied. Alors, c'est une procédure longue, coûteuse, qui prend un peu d'énergie. Ça va durer sûrement plusieurs années parce qu'il y aura appel, il y aura peut-être cassation.
Certains des confrères impliqués dans la procédure sont déjà retraités. Pierre Devalet a pris sa retraite alors que la procédure est en cours, mais on le poursuit quand même comme retraité sur les arriérés financiers de ces aides opératoires. Et je serai probablement à la retraite quand ce sera terminé. Mais je pense qu'il faut se motiver. Cette procédure est indispensable à la clarification, à la régulation des conditions d'exercice, parce que le futur, c'est nos jeunes confrères qui se paupérisent à toute vitesse, qui vont rentrer dans des machines à broyer financières que sont ces groupes financiers, avec au bout l'émergence d'un salariat qui, j'espère, ne sera pas trop défavorable pour eux. Mais tant qu'on est encore capable de se défendre, je crois qu'il faut se défendre. J'espère qu'il y aura discussion sur le contenu des GHS, l'historique de la CCAM et du CLAP, parce que je crois qu'on a tous une petite part de responsabilité dans la dérive de ce système et qu'il faut maintenant savoir lutter. Bon, je suis moins grand que mon ex-associé. Bon, vous avez compris qu'il y a une personnalisation importante de cette histoire. Bon, Marc a rappelé brièvement mon investissement depuis longtemps dans ces problèmes de contrat que j'ai découvert avec lui d'ailleurs, puisque nous étions allés nous former auprès de Corinne Dabert, il y a maintenant qui est devenue une amie, notre avocate, mais également une amie, depuis pratiquement 15 ans. Voilà. Et que voilà, on a essayé d'appliquer ça. Parce que un petit élément de personnalisation, bon, le retraité c'est moi, depuis 1 an, je fais plus de chirurgie, j'ai arrêté parce que la clinique a refusé de me poursuivre mon contrat, bien sûr. Vous imaginez pourquoi. Mon contrat s'arrêtait à 65 ans, et pour essayer, parce que comme j'ai toujours pas de successeur, je voulais aider mes associés à rester 1 an de plus pour faire la chirurgie d'épaule, dont j'étais le seul spécialiste. Et la clinique m'a dit qu'il n'était pas question, bien sûr, que je continue à exercer. Mais ça ne les empêche pas de me poursuivre quand même pour les arriérés. Voilà, et je veux dire une chose, c'est que nous continuons tout seuls ce combat et nous sommes seuls à attaquer, etc. Et la nouvelle directrice de la clinique, qui est forte intelligente, a réussi à faire croire à tous nos collègues chirurgiens, qui sont maintenant, donc, sur 18 moins, qui sont à peu près 15, des autres spécialités, elle a réussi à leur faire croire que si elle arrivait à nous faire payer la redevance, les arriérés, etc., eux, on ne leur demanderait rien. Ce qui fait que... et ils y croient. Et ils y croient. Voilà. Ils sont quand même d'une naïveté qui m'a... Enfin, la naïveté des chirurgiens en matière de droit et de rapport avec les cliniques m'a toujours sidéré. Avec justement, comme tu disais, où est Flamand? Ah oui, pardon, je ne l'ai pas en parlé. Comme quand les autres discutent le souk, on va s'arranger sur le plan commercial, etc. À ce jeu-là, si on se met à discuter commerce avec quelqu'un, on est mort d'avance, on n'y connaît rien, eux ce sont des spécialistes, je veux dire, et puis faire confiance à la parole d'un financier, il faut être vraiment d'une naïveté coupable. Voilà. Donc je voudrais simplement insister sur quelques données générales. Marc vous a donné l'état des lieux, si je puis dire, et l'historique. Moi je voudrais insister sur des problèmes juridiques, parce que je me suis beaucoup impliqué dans le droit des contrats, etc. Et il y a, au niveau des chirurgiens, il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, c'est écrit dans nos contrats qu'on doit payer les aides opératoires. Et je voudrais insister sur cette notion parce qu'il y en a qui partent perdants. Qui partent perdants en disant, mais c'est écrit. Et d'ailleurs, la clinique joue dessus. L'ambiguïté principale, c'est la différence entre, et Flamand l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez le droit d'avoir une aide opératoire que vous payez vous? Mais oui, vous avez le droit. Personne ne va vous dire que vous n'avez pas le droit. Mais ce n'est pas un devoir. C'est la grande différence. C'est que vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se faisait avant. Le problème, c'est que c'est historique, ça fait 50 ans que ça existe dans les contrats. Mais à l'époque, c'était le chirurgien qui arrivait avec d'une main sa maîtresse qui servait d'aide opératoire, de l'autre la valise d'instruments qui faisait stériliser au Poupinel. Il arrivait, il opérait, il repartait, et là on disait simplement, vous avez le droit de faire intervenir votre aide opératoire qui n'était pas infirmière. Donc ça, on a le droit. Et il y a des gens qui se battent, des chirurgiens qui disent, mais moi je veux continuer à payer mon aide opératoire. Mais il dit, mais continue. La question c'est de savoir s'il doit le faire dans la mesure où il ne le faisait jamais avant. C'est la grande différence. Donc il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. La deuxième ambiguïté majeure sur le plan juridico-socio-professionnel, si on peut dire,
c'est qu'il y a une différence fondamentale entre une salariée du chirurgien qui répond à l'article qu'on va voir, c'est-à-dire un auxiliaire, aide opératoire, mais il n'y a pas écrit infirmière, qui est payé sous la responsabilité du chirurgien et qui est choisi par lui. Voilà, ça, c'est la définition de l'aide opératoire, de l'auxiliaire qui accompagne le chirurgien comme son nom. Il n'y a pas écrit de qualification, il n'y a rien, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, une aide opératoire, qui est une fonction du coup, qui est salariée de l'établissement, et qu'on met à disposition du chirurgien, et à qui on se permet de demander une redevance en échange de cette mise à disposition. Sur le plan juridique, social, fiscal, etc., ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir. Or, on les confond dans le simple terme d'aide opératoire dans le modèle du contrat du Conseil de l'ordre. Et cette différence fondamentale, il faut savoir lire un texte juridique, et le problème c'est que je pense que la quasi-totalité des chirurgiens, ils savent parfaitement lire un compte rendu opératoire, mais ils ne savent pas lire un contrat, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas lire. C'est comme si vous demandez à un juriste de lire un compte rendu opératoire précis d'un chirurgien. Il va lire des mots. Qu'est-ce qu'il va mettre dessous? Alors, je rappelle ce qui a déjà été dit par Flamand, c'est que la direction de l'établissement fournira de manière permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes. Alors là, tout le problème, c'est la définition des normes, qu'il soit affecté, etc. Mais simplement, je vous ai mis ça pourquoi? Parce que si vous regardez le dernier paragraphe, là, les aides opératoires et tout le personnel utilisable, d'abord, je vous fais remarquer que c'est personnellement attaché, et que je sache, les aides opératoires fournies par la clinique, elles ne sont pas personnellement attachées parce qu'on a celles qui tombent bien ce jour-là, même s'il y en a quelques-unes qui sont spécialisées dans une spécialité. Il faut qu'elles soient choisies par lui, etc. Mais surtout, où est ce paragraphe dans le contrat? Il suit immédiatement la notion, le paragraphe précédent, qui dit qu'en fait, la direction fournit le personnel et que le chirurgien a le droit de donner son avis sur le personnel, mais que finalement la responsabilité directe et l'emploi, ça dépend de la clinique. Cet article, il n'est pas là pour obliger les gens à payer les aides opératoires, il est là pour dire simplement, si vous avez une aide opératoire, vous en prenez toute la responsabilité, et nous, on peut donner notre avis, mais finalement, le dernier mot vous revient. C'est un paragraphe miroir du paragraphe précédent, uniquement pour des questions de responsabilité. Et ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec le paiement de la redevance. En aucun cas. C'est simplement un article qui tient à la responsabilité en miroir des personnels amenés par les deux. C'est tout. C'est tout. Mais c'est là-dessus, et c'est sur ce petit paragraphe que s'appuient et les recommandations du CLAP qui sont à la solde. Le CLAP il est à la solde des sociétés cliniques, il faut bien le dire, ça fait très longtemps que je le dis. Et deuxièmement, que s'appuient les raisonnements des cliniques. À part ces moyens juridiques, mais ça, Corinne vous en dira 10 fois plus, bien sûr, et de façon beaucoup plus professionnelle, mais je voulais insister là-dessus parce que ça, c'est dans l'inconscient, dans le conscient des chirurgiens qu'il faut convaincre. Il faut convaincre, parce qu'ils sont sûrs, quelque part, de savoir dire le droit, alors que pas du tout. Le droit, ça s'étudie, ça se... Voilà, et Dieu sait que vous avez dû apprendre, comme moi j'ai appris, parce que je connaissais la plupart, bien sûr, depuis le temps, des articles en question. C'est ça qui m'a motivé, avec Marc, qui avait suivi la même formation que moi, mais lui comme PDG et moi comme président de CME, on faisait un beau couple, hein. Bon, plus on est amis depuis 30 ans, mais on a su quand même s'allier pour convaincre nos confrères aussi de suivre, parce que je vous assure que les discussions de marché de tapis, comme tu l'as dit, les chirurgiens, ils n'y comprennent rien, quoi. Ils veulent faire un problème économique. Je voudrais insister sur le plan général, juste sur un point, c'est ma dernière diapo, hein. Sur le fait d'abord c'est pas dans cette diapo, je le dis avant, sur le fait qu'on vous a insisté sur la notion de nécessité. Le personnel nécessaire. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, qui peut définir le personnel nécessaire pour opérer? Si je vous demande comment savez-vous combien d'aides opératoires il vous faut pour opérer? N'oubliez pas qu'à une époque, il y a peut-être un demi-siècle, mais les contrats, ils datent d'un demi-siècle. Hein. Le contrat du Conseil de l'ordre, il date d'un demi-siècle. Et est-ce que vous savez vous rappeler que le chirurgien opérait seul?
Ils n'avaient pas tout le temps besoin d'un aide opératoire. Ils opéraient seuls, avec une circulante. Et les contrats, ils datent de cette époque. Donc, est-ce que vous êtes capable là, de dire abruptement quel est le personnel nécessaire pour opérer tel type d'intervention? Eh bien, personne ne le sait, et c'est certainement pas défini. Ce qui m'a amené à faire bon, j'ai créé il y a 5 ans la commission juridique de la Société d'orthopédie, que je préside toujours, que je co-préside toujours, et en même temps, étant vice-président du syndicat des orthopédistes, j'ai fait mener une enquête par la Sofcote qui a interrogé 1500 chirurgiens, 2000 chirurgiens orthopédistes, pour savoir entre autres, qu'est-ce qu'ils estimaient comme personnel nécessaire en fonction d'un certain type d'intervention. Ça a été très intéressant parce que le résultat de l'enquête, ça a été que, sauf pour la ménisectomie sous arthroscopie, la ménisectomie du genou sous arthroscopie, seule intervention où la chirurgie en majorité, publique et privée, ont estimé que là, ils pouvaient se débrouiller tout seuls, avec une circulante. Eh bien, ils ont tous dit qu'il fallait au moins un aide opératoire. On a réussi à faire passer, il y a eu quand même 1040 réponses, ce qui représente sur 2000 chirurgiens, ce qui représente pas mal. Ça fait un pourcentage de réponses qui est au-delà de des réponses habituelles. Et on a réussi à en faire une recommandation de la Société française d'orthopédie qui a été publiée dans les journaux. Ce qui fait que maintenant vous avez une recommandation officielle d'une société savante qui dit que pour tel type d'intervention, il faut toujours une aide opératoire. Et que pour certains autres types d'interventions, par exemple les reprises de prothèses, pour les prothèses, les implants, etc., il faut deux assistants opératoires, peu importe comment vous l'appelez, aide opératoire, deux personnes habillées, on peut les définir comme on veut. Et que pour certaines, il en faut quelquefois 3 pour les interventions très lourdes. Voilà. Et donc il y a 3 classifications, mais le personnel nécessaire, ce qui veut dire que dans la quasi-totalité des actes d'orthopédie, le personnel nécessaire est défini par la société savante, et non pas dans les dernières écritures qu'on vient de recevoir de défense de la clinique dans notre propos de contentieux, qui prétend, en réponse à ce qu'on leur avait dit, ils disent le syndicat des orthopédistes a décidé que c'était comme ça. C'est pas le syndicat, c'est la société savante, qui, en dehors d'une société savante, peut définir la nécessité technique pour la sécurité du patient d'avoir ou pas une aide opératoire. Personne. Et ça fait longtemps que je dis que cette expérience des orthopédistes doit être étendue à toutes les spécialités. Parce que c'est la notion de nécessité, comme vous avez Corinne Davert tout à l'heure, c'est la notion de nécessité qui est incluse dans les GHS, qui est incluse dans tous les textes, y compris d'ailleurs dans les contrats, puisqu'il est écrit dans le... Là, c'est dans un autre texte. Mais un texte des contrats qui dit que le personnel nécessaire à l'accomplissement des actes et de l'hospitalisation. Voilà. Je vais juste finir par ça, c'est juste le point politique de la chose. Je crois qu'on se trompe si on prétend que la question de la redevance pour les aides opératoires, mais la question de la redevance en général, n'est qu'un élément, n'est un problème purement économique. Et c'est un débat qui est un débat politique. C'est un débat sur la place. Est-ce qu'il y a encore la place pour une chirurgie libérale, c'est-à-dire indépendante? Si on perd le contrôle, si on perd le moindre contrôle sur le bloc opératoire, et déjà on l'a perdu à 95%, puisqu'on n'est plus propriétaire de notre outil de travail principal, si on perd ça, on ne peut plus se dire libéraux. Et je vous mets en garde, je mets en garde les jeunes qui me paraissent totalement ignorants de cette problématique, contre le fait qu'actuellement, il y a une volonté commune et convergente des pouvoirs publics, de la CNAM, des sociétés cliniques et de tous les éléments, tous les gens qui ne sont pas des praticiens, de nous considérer, y compris du Conseil de l'Ordre, qui, quand il parle de médecine libérale, ne parle que de la médecine de ville. C'est sous-jacent, mais c'est évident, c'est-à-dire qu'il a oublié tous les praticiens des cliniques privées. Eh bien, je pense que, dans l'esprit de ces gens-là, vous êtes déjà assimilés à des agents d'exécution technique des établissements. Et ils font en parallèle, ça ne les gêne pas, de mettre l'un sur l'autre, comme des calques, ce qui se passe dans les établissements publics et dans les établissements privés. Seul le mode de gestion change, mais comme le mode de gestion publique, on veut le remettre sur le mode de gestion privé des établissements privés parce qu'ils ont compris que c'était plus rentable, eh bien, à ce moment-là, il y a une convergence des idées. Donc, se battre pour la redevance, c'est pas se battre simplement pour avoir quelques euros de plus. C'est se battre pour un principe d'indépendance. Mais je suis un peu, et même très sceptique,
sur le fait qu'on puisse se battre de la même façon dans une clinique qui est tenue par des médecins, qui est propriétaire des médecins, et dans des groupes financiers qui n'ont qu'un objectif, c'est de gagner de l'argent pour des actionnaires. Mais c'est qu'un objectif. Vous pouvez le prendre par le bout que vous voulez, même si on vous assure, comme on a entendu, qu'on ne peut pas faire sans les chirurgiens, sans les médecins. Enfin, on connaît l'antienne. Le but, c'est le profit, et aux dépens de gens qui ne voient ça que pour des investissements financiers et de la rentabilité financière. Je vous remercie.